Nous sommes aujourd'hui trois, mais des bons, pas les meilleurs. Les autres ne sont pas là, donc on ne va pas les flageller. Bonjour Daniel. Bonjour. Bien passé? Ah oui, une semaine, et moi je voudrais faire mon coup de cœur habituel, puisque c'est sur un concert qui s'est joué à guichet fermé au Centre culturel du Bourg du Lamentin, qui s'intitule Des musiciens nés esclaves. Et Oui. ils ont de la musique classique. Oui. Et 3 jours avant, c'était plus possible d'avoir de place. C'est une initiative d'une association qui s'appelle Voix Caribéi, dont Félix Martinel est responsable. Et c'est vraiment, c'est quelque chose, je pense, qui va être représenté parce que c'est vraiment très intéressant de voir le parcours de ces musiciens qui sont anglo-saxons, mais il y a d'autres, on peut trouver d'autres exemples. Donc c'était un très bon moment. Notre choix musical de fin d'émission est à peu près de même mouture que cette initiative. Emmanuel? Oui, bonjour Gérard, bonjour tout le monde. Non, un petit retour d'actualité en ce moment, puisque c'est ici, sur ce plateau même, qu'on avait lancé le sujet ChatGPT il y a quelques semaines. Donc, comme quoi cette émission est précurseuse des tendances. Et là, il y a une actualité en ce moment que vous avez dû voir, où on évoque la mobilisation des principaux acteurs de l'IA pour demander une pause au prétexte que cette technologie menace l'humanité. Donc c'est quand même un vrai sujet politique et sur lequel, j'imagine, on reviendra ultérieurement. Et également l'interdiction faite par l'Italie de Oui, l'Italie ChatGPT. qui a fermé ChatGPT pour ses habitants hier. Donc on voit bien qu'il y a une menace, il y a une crainte autour de ces technologies qui s'emballent au point de faire vaciller ce qu'il nous reste d'humanité. En tout cas, c'est le point de vue de ces grands signataires, dont Elon Musk, c'est quand même, et l'ancien fondateur d'Apple, Oui. Steve Wozniak. Si ça ne tenait qu'à nous, on aurait parlé de ça à chaque émission et pendant tout le long de l'émission, mais comme nous le disions avant, une petite conférence de rédaction improvisée, on ne peut pas trop appuyer sur un sujet puisque nous voulons donner une connaissance large, pas superficielle, mais pour permettre à nos auditeurs de comprendre ce qui se passe dans le monde sur beaucoup de sujets, pas tous les sujets. On parlera d'actualité, on commence, voilà. Le sujet s'appelle Réforme des retraites, le spectre d'une censure totale du texte par le Conseil constitutionnel, s'agissant du fait que les juges constitutionnels doivent se prononcer d'ici un mois sur un texte voté pour déterminer si son contenu et la façon dont ce texte a été voté, a été pris, si ces deux points sont conformes à la Constitution. Daniel Marceline, à vous. Alors déjà, première précision, le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 14 avril, donc dans 15 jours. Alors il y a 2 points. Le Conseil constitutionnel va se prononcer à la fois sur la constitutionnalité de la loi, Oui. mais aussi sur la demande de référé d'initiative partagée qui a été déposée par la NUPES. Donc c'est sur ces 2 points. Pas en même temps. Le même jour. Le même jour. Le même jour. Ah si, le même jour, il va se prononcer sur les 2. Alors s'agissant de la loi sur la retraite, en fait, on ne va pas être Madame Soleil, on ne peut pas dire ça va être déclaré inconstitutionnel ou pas, mais il y a quand même certains points qui attirent l'attention qui sont susceptibles d'entraîner la non-validation. Mais paradoxalement, ou bien étrangement, ce n'est pas sur l'âge. Si le Conseil constitutionnel risque de ne pas valider la loi, ce ne sera pas sur l'âge, s'accordent les spécialistes, mais sur certains points. Notamment, le premier point, c'est on est intervenu dessus pour indiquer le choix de présenter cette loi dans une loi rectificative de la sécurité sociale. Ce choix-là est un choix qui ne paraît pas conforme parce que, encore une fois, toute la réforme de la retraite ne rentre pas dans la loi rectificative de la sécurité sociale. Et surtout, normalement, il faut que les effets soient sur l'année 2023, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement… En d'autres termes, il faut simplement conforter, améliorer, compléter sur le plan financier
parce que les choses évoluent Oui, vite, oui. c'est la loi. Donc et la là- retraite, c'est pour Voilà. vous n'avez pas de vitam aeternam, parce que tous les 4-5 ans, il y a une modification. Donc Mais ça, pas- c'est le premier Ça ne porte point. pas sur l'année qui vient. D'accord. Premier point, c'est ça, la première critique. La deuxième critique, c'est d'avoir fixé un cadre de temps, puisque le gouvernement a choisi une disposition de la Constitution qui permet d'examiner un texte en 50 jours maximum, c'est-à-dire avec tous les allées-venues entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est la deuxième critique. Troisième critique, c'est le fait qu'il y ait un certain nombre d'amendements qui aient été déclarés irrecevables. Quatrième critique, c'est le fait qu'au Sénat, on ait adopté un vote bloqué. Donc, l'addition de ces éléments de forme font que le Conseil constitutionnel peut considérer qu'il y a une atteinte à la clarté et à la sincérité des débats et sur la base de sa jurisprudence, puisqu'il a déjà eu très peu souvent, l'occasion de ne pas valider des lois, il peut déclarer que la loi n'est pas valide sur ces questions de forme. La question de l'âge de la retraite sera examinée dans le projet de référendum d'initiative partagée déposé par la NUPES. Alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu Alors déjà, ils ont franchi une étape puisqu'ils ont eu le nombre de députés suffisant pour signer cette demande pour qu'elle soit déposée au Conseil constitutionnel. Maintenant, le Conseil constitutionnel devra dire si c'est recevable. Et je précise que ce référendum, ce projet de référendum ne porte uniquement que sur l'âge de la retraite. C'est-à-dire, est-il possible de passer de 62 à 64 ? C'est uniquement ça, l'objet. Si le Conseil constitutionnel déclare que c'est recevable, à ce moment-là, ça va être sur une plateforme et les citoyens ont 9 mois pour pouvoir dire s'ils soutiennent ce projet. S'il y en a, il faut qu'il y ait 10% du corps électoral, c'est-à-dire grosso modo à peu près 5 millions. S'ils sont d'accord, à ce moment-là, ça revient, le Parlement a 6 mois pour se prononcer, et s'il ne se prononce pas, le président de la République devra mettre en place ce référendum. Donc vous voyez qu'on est là pour un processus qui va durer très très longtemps, mais le signal donné par le Conseil constitutionnel est important. Donc par conséquent, on a 15 jours pour voir. Et si le Conseil constitutionnel ne valide pas, eh bien entendu, il faut tout recommencer. Très bien. On va se faire un petit saut de puce, on va aller en Guadeloupe où je m'y trouvais, ça fait une quinzaine de jours, et comme pour la Martinique, j'ai vu un nombre très important de touristes, et singulièrement dans les hôtels. Tu vas nous parler d'un hôtel, Emmanuel, qui va s'ouvrir à Marie-Galante. Marie-Galante. Oui, c'est le groupe Uro Immobilier qui crée cet hôtel, qui est le Blue Dream, donc qui est un complexe touristique qui regroupe à la fois des logements, à la fois une piscine sur plage et des activités de restauration, etc. Un peu comme ça existe au Diamant. Je ne sais pas si vous connaissez le Black Diamond. D'ailleurs, c'est le même groupe qui a créé ce complexe-là et qui réunit des logiques immobilières avec des logiques touristiques. Donc, il y a un vrai savoir-faire derrière ce groupe pour pouvoir mettre en place ce type d'outils touristiques. Ce qu'il faut noter, c'est que ce type d'investissement s'inscrit dans des territoires où le tourisme est sans doute la porte de sortie de notre économie. Si on a un produit d'exportation que l'on n'exploite encore pas très bien, il faut bien le dire, je parle des départements et territoires d'outre-mer, c'est bien le tourisme, puisque la part du tourisme dans le PIB, chez nous, est 2 fois moins importante que la part du PIB du tourisme dans les îles voisines. Donc il y a une source de progrès importante à faire. Et ce type d'investissement, qui sont vraiment des pôles touristiques majeurs, ont une grande vertu, c'est d'attirer massivement des touristes du monde entier, d'attirer également des visiteurs locaux pour pouvoir rentrer dans une consommation festive, dans une logique festive du tourisme. Ça pose la question d'ailleurs du type de tourisme que l'on veut, puisqu'il faut bien dire que c'est un tourisme un petit peu jet-set, on va dire, qui peut parfois gêner certaines consciences, mais il n'empêche que nous avons besoin d'outils d'attractivité dans un environnement où la concurrence est vive avec les îles voisines, pour plein de raisons. Nous avons des atouts, nous avons des contraintes également d'exploitation de nos activités touristiques. On en avait parlé quand on avait évoqué l'idée de zone franche sociale, puisqu'on a un coût d'exploitation de ces activités qui nous rend non compétitifs par rapport aux îles voisines. Et c'est pour ça qu'on décroche malheureusement un peu.
Et donc, moi, je vois plutôt avec beaucoup de bienveillance l'arrivée de tels investisseurs qui, quand même, par ce type d'initiative, vient dynamiser ce secteur qui, à mon sens, est un secteur fondamentalement nécessaire pour que la Martinique et la Guadeloupe, Marie-Galante en l'occurrence, retrouvent un peu plus de vitalité. Est-ce que ça veut dire que l'hôtellerie reprend du poil de la bête par rapport à l'habitat chez Oui, l'habitant? alors voilà, Ouais. alors ça c'est intéressant résidence chez ce que tu évoques parce que les nouvelles tendances touristiques aujourd'hui, enfin ce que souhaitent les touristes de plus en plus, et ça toutes les études le montrent dans le monde, c'est de trouver des expériences et des expériences humaines. Et en cela, la Martinique et la Guadeloupe peuvent apporter des réponses que pratiquement aucun autre pays ne peuvent apporter. On a une population accueillante, on a une infrastructure générale qui permet aux touristes de se mouvoir dans nos territoires comme chez eux. Il y a un lien direct, facile avec les environnements. Et ça, c'est un atout formidable et qui a d'ailleurs favorisé l'émergence du tourisme de proximité avec les meublés de tourisme ou les logements, les locations saisonnières. Voilà, je cherche le terme. Et c'est une forme de tourisme qui met en lien l'habitant, enfin la population martiniquaise et guadeloupéenne avec les touristes, et qui parfois sont des liens qui vont bien au-delà d'un simple rapport économique. Il se crée des réseaux d'amitié, il se crée des liens forts, et qui finalement, c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui. On est dans un monde qui se virtualise de plus en plus, eh bien nous pouvons apporter ça. Donc, il faut faire cohabiter ces deux formes de tourisme. Un tourisme d'excellence sur la base d'hôtels 4-5 étoiles ou avec des offres de qualité attractive, de prestations lourdes, fortes, voilà, singulières, avec une mobilisation des populations dans le processus d'accueil touristique, en ouvrant les maisons, en ouvrant ses propres environnements, puisque au fond, c'est ce que recherchent aussi les gens. Donc, Daniel il nous disait hors écran qu'en fait, c'est la suppression des 2, 3 étoiles. Quoi. Oui, j'ai rien inventé, c'était Frédéric Dispagne qui l'avait indiqué, mais je trouvais que c'était intéressant. C'est ce qu'on appelle le ventre mou dans les positionnements marketing. Oui. On dit qu'il faut souvent exister dans les deux extrêmes, soit l'entrée de gamme, soit le très haut de gamme, et tout ce qui est milieu de gamme, c'est un ventre mou, on ne sait plus trop où se situer. En fait, les hôtels 2 et 3 étoiles correspondent à ce ventre mou qui finalement ne sont performants à aucun niveau, ni sur le prix réellement, ni sur la prestation de qualité. Ça demande une réflexion globale. Peut-être que les états généraux du tourisme, il faudrait que les élus y pensent. C'est même fondamental parce qu'encore une fois, le tourisme, c'est de l'exportation et on n'a pas grand-chose à exporter quand on regarde bien. Or, un pays trouve sa force dans sa capacité à exporter et si elle doit maintenant faire un effort particulier pour renforcer ses capacités, c'est dans son industrie d'exportation, en particulier son industrie touristique. Laissez-moi vous parler d'une île que j'aime beaucoup, c'est l'île de Saint-Martin. Saint-Martin et Sint-Maarten, qui est la partie hollandaise, à l'occasion de la commémoration du 375e anniversaire du traité de Concordia. C'est un traité qui est une convention qu'ils ont appelée coopérative, je ne peux pas prouver parce qu'ils coopèrent, signé en 1648 entre les Français, entre la France et la Hollande, et qui concerne l'occupation, la souveraineté, le partage de l'île de Saint-Martin, avec une libre circulation des biens et des personnes, sur toute l'île. C'est-à-dire qu'il y a une frontière tout à fait symbolique. D'autres traités sont venus régler des questions relatives au vivre ensemble de cette île. Donc ce jeudi 23 mars, à la frontière du Mont des Accords, la frontière on la distingue même pas très bien, il y a une stèle, hein. Les officiels se sont retrouvés pour une cérémonie qui a commencé par une prière d'ouverture avec le préfet et tout ça, ouais. Les hymnes nationaux, alors écoutez-moi bien, Wilhelmus qui est l'hymne hollandais, parce qu'en Haïti ils sont hollandais, tout le monde ne parle qu'anglais, mais ils sont hollandais, la Marseillaise, et puis alors ça c'est pour les deux États souverains, dirais-je, et puis ensuite St. Martin Land, en anglais, qui est l'hymne de la partie hollandaise. Et puis après le Unity Song, après un dépôt de gerbes, la stèle dont je vous ai parlé. Ensuite, ils ont procédé à la lecture des 9 articles
du traité de Concordia, 9 articles, en français et en anglais, exit le hollandais, tu vois bien. Ensuite, un poème, Le traité de Sonia Fleming, en français. Ensuite, des allocations, oublions allocations, des allocutions nombreuses en français et en anglais. La première du ministre de Saint-Martin, qui est une femme, Sylvia Jacobs, qui a rappelé qu'il est censé de collaborer ensemble en utilisant un proverbe éloquent qui dit que quand deux frères se battent jusqu'à la mort, c'est un étranger qui hérite des biens de leur père. Formidable. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pourraient s'en inspirer. Oui, effectivement. Dans nos métiers, on a vu ça. Pour Louis Mussington, qui est le président de la collectivité, qui s'appelle la COM, le traité de Concordia est un symbole de durabilité et de succès. C'est évident. Des choses simples mais vraies. Enfin, le gouverneur de Sint-Maarten, puisqu'il y a un gouverneur qui représente la Hollande, un peu comme tout le schéma de toutes les îles, il y a un gouverneur qui représente l'Angleterre, UK, United Kingdom dans chacune de ces îles. Et puis le préfet délégué des îles du Nord, qui entre les prières l'anglais et le hollandais, a en français invité la collectivité et le gouvernement de Sint-Maarten à saisir les opportunités de travailler ensemble dans une volonté de partager le même destin du bon côté de l'histoire. Moi, j'aime bien ça, le bon côté de l'histoire, donc ils travaillent beaucoup sur l'histoire. Et la cérémonie s'est poursuivie avec des chorégraphies de la partie française, de la partie hollandaise, et deux chanteurs ont fait un duo, toujours en anglais. Benjamin, je dis leur nom parce que je les connais. Natisha Hanson, je leur fais un coucou, et Benjamin Bell, de la partie hollandaise, ont chanté en duo « Sint-Maarten is my home », à la frontière. Exit les Hollandais. Et l'Assemblée, naturellement, s'est séparée très émue. Et ce que je veux signaler là, c'est que j'ai toujours senti, il y a une trentaine d'années, quarantaine d'années, quand j'ai découvert Saint-Martin, que Saint-Martin est le futur de la Caraïbe. Il devrait être le futur de la Caraïbe. D'abord, leur pragmatisme. Ils sont hollandais, français, mais ils parlent anglais. Ils ont servi de territoire vraiment d'expérimentation, de la fraternité entre les peuples, du multiculturalisme, c'est-à-dire que tu parles avec un Saint-Martinois, il te parle un français parisien, arrive un espagnol, il prend l'accent espagnol de l'espagnol en question. Si c'est un espagnol d'Espagne, d'Andalousie, il parlera, mais c'est une capacité, au niveau même du langage, de la sensibilité culturelle. C'est une île que j'ai beaucoup aimée, je le salue parce que je sais qu'il nous regarde attentivement. Maintenant, on va rester un petit peu dans le coin, on va à 375 km. C'est la Guadeloupe où un contrat d'accompagnement renforcé de 27 millions pour structurer le SMGEAG a été signé par le ministre Karenko et les collectivités locales. Et je sais que Daniel est très intéressé par ces problèmes à plusieurs reprises, elle nous en a parlé. Et le ministre délégué en charge des Outre-mer a signé ce contrat en renforçant naturellement les possibilités. Mais je te laisse continuer. Oui, alors rappelez-vous, on avait parlé il y a quelque temps de cet ouvrage, La Guadeloupe, l'île sans eau, et qui nous avait permis de faire une espèce de tour d'horizon sur la situation de la Guadeloupe, qui était une situation catastrophique, où on n'imagine pas que les gens puissent à ce point, depuis des années, ne pas manquer d'eau. Et la situation était telle que ça aboutit en 2021 à la création d'un nouveau syndicat pour gérer l'eau et l'assainissement, ce fameux syndicat dont tu SMGEAG, il faut le faire. Non, mais syndicat mixte des eaux assainissement de la Guadeloupe, tout simplement. Tout simplement. Alors, au départ, ce syndicat, il héritait d'une situation où il avait une dotation, mais il avait un passif qui était déjà parce qu'il récupérait le syndicat précédent et il avait déjà un passif que comblait la dotation. Donc, il ne pouvait pas investir pour pouvoir traiter des problèmes de canalisation, des problèmes d'approvisionnement en eau. Donc, au départ, la situation ne pouvait pas prospérer. Donc, c'est bien ce que le ministre Karenko a compris, enfin l'État a compris, puisqu'il y a une dotation supplémentaire de 27 millions qui a été accordée à ce syndicat pour pouvoir faire face de façon prioritaire à la question de la rénovation des canalisations. Parce qu'en France continentale, on est dans l'ordre de 20% de perte d'eau. Au Guadeloupe, on est à 50%. Hein, donc, c'est vraiment le problème crucial. Donc, ces sommes-là sont destinées aux canalisations. Et puis, autre aspect important, c'est une mise à disposition de 6 techniciens pour pouvoir aider à la structuration
du syndicat pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'il travers. faut, alors bon, on va employer le terme d'ingénierie, mais c'est ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, c'est un milieu qui est complexe et donc il faut vraiment des personnes qui soient compétentes. Et on a quelquefois un sous-dimensionnement du personnel pour pouvoir mettre en place les mesures. Donc, on peut espérer que les choses vont s'améliorer. Alors, si tu permets... Dans un contexte où la crise mondiale de l'eau crée des réactions dont tu vas nous parler maintenant. Oui, tout à fait. Alors, parce que il y a quelques jours, s'est tenu à l'ONU le sommet de l'eau, où il y avait des responsables de gouvernement, des personnes, et le responsable, le secrétaire général de l'ONU, a vraiment a tiré la sonnette d'alarme en expliquant qu'avec le réchauffement climatique, et puis on n'a qu'à voir les actualités, on voit il y a des inondations d'un côté, il y a des sécheresses de l'autre, il y a des pénuries, on n'a qu'à voir en France avec ce qui s'est passé avec les grandes bassines et avec des affrontements violents, les conflits d'eau vont entraîner des conflits graves. Et donc, à cause du réchauffement climatique. Notamment, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les attitudes, c'est-à-dire la surconsommation, et puis les modèles agricoles, parce que les modèles agricoles sont, et puis les centrales nucléaires. Ce sont les postes qui consomment le plus d'eau. Donc, comment se placer dans l'avenir pour pouvoir diminuer, être plus sobre, c'est un terme qui est un peu à la mode, la sobriété, on a parlé de sobriété pour l'électricité, maintenant on va parler de la sobriété pour l'eau. Et si tu permets, je vais embrayer parce qu'on a vu que hier, c'est-à-dire jeudi 30, le président Macron a parlé du plan de l'eau parce que cette situation touche tous les pays, y compris la France. Et je voudrais donner 2 mesures dans ce qu'il préconise, il y en a une cinquantaine, mais qui serait en fait une progressivité de la tarification de l'eau. Pour dire les 150 mètres cubes, enfin les nécessaires, c'est un prix. Et puis après, si vous avez des situations de confort, une piscine par exemple, etc., eh bien vous allez payer plus cher. Ça me paraît assez équitable. Ensuite, l'utilisation des eaux usées, le retraitement des eaux usées. Il y a 1% seulement actuellement qui sont traités. Il y a une volonté d'aller à 10%. Et il y a des pays dont il faut s'inspirer, qui ont mis en pratique ce retraitement des eaux usées. Ça peut être une solution. Bref, sur la question de l'eau. Et puis, je vais terminer sur la Martinique, où le préfet a rappelé il y a une journée que nous sommes toujours dans les restrictions parce qu'on a un carême qui est très sec, et pour ne pas aboutir à des questions de fermeture. Bref, la question de l'eau, c'est une question qui est une question de droit humain, parce que l'eau, c'est un bien commun, mais l'action de l'homme peut quelquefois faire en sorte qu'elle ne soit pas accessible à tout le monde. Donc, par conséquent, il est important de voir quelles sont les mesures que nous mettons en place, tous, à quelque niveau que nous soyons. Il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la contamination de l'eau. Oui. Il y a dysenterie, typhoïde, choléra, etc. Il y a ce problème. Il y a aussi le problème comme tu le disais, de l'augmentation, de l'utilisation de 1% chaque année de ressources qui elles-mêmes diminuent. C'est une catastrophe. Et il y a aussi en Martinique, pour revenir chez nous, toujours les 56% d'eau qui se répandent. Alors ça diminue. Ça diminue. Bon. Bonne nouvelle, ça diminue. On est à 52. Bravo. Oui, il y a un litre sur 2 qui disparaît quand même. On a quand même des réseaux de canalisation qui ont plus de 60 ans. Oui. Mais c'est mis en place maintenant. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la totalité du réseau, c'est plusieurs milliers de kilomètres de canalisation. Enfin, on ne se rend pas compte de la dimension. Un chiffrage avait été fait, si on devait changer la totalité du réseau, on parle d'un budget d'1,5 milliard d'euros. Ce sont des budgets colossaux et qui pourtant sont nécessaires parce que non seulement, effectivement, ces réseaux fuient, donc font disparaître de l'eau, mais également ce sont des canalisations qui contiennent encore des molécules qui datent des temps avant que des filtres à charbon aient été mis, notamment à l'usine de Vevey, ce qui fait qu'il y a encore des particules. Alors ça, c'est la théorie de M. Grabin qui l'explique très bien, où il prétend que près de 400 molécules continuent de circuler dans nos canalisations existantes. Donc tout ça, pour des raisons sanitaires et d'économie, il devient urgent de se pencher sur ce sujet-là. Et le plan Eau France va peut-être aussi donner des moyens complémentaires
Absolument. à nos Et le à nos président territoires. Macron a annoncé pour les Outre-mer un budget supplémentaire Ouais. de 35 millions d'euros. Bon, Parce qu'il sait que là, que la plaie est beaucoup plus Oui. affectée. Nous allons Il a passer, si parlé vous voulez de- bien, au sujet de société. Bon, on va faire un peu d'histoire, histoire sanglante, histoire dramatique. 3 Martiniquais sont morts lors d'une grève dans le secteur de la Canne. C'est la fin de la société, en 61. C'est la fin de la société d'habitation et la banane commence à supplanter la canne comme culture d'exportation. La production sucrière martiniquaise s'effondre face à la concurrence internationale. Les coupeurs de canne en 1961 réclament 3 000 francs anciens pour la tâche. La tâche est le coupeur plus la mareuse. C'est bizarre de payer les gens. Il n'existe pas de convention collective. Je ne sais pas si le mot même avait déjà été inventé. Chaque début de récolte est l'occasion de négociations très dures. En 61, la grève commence sur les habitations des usines Larentie, Soudan, et puis gagne le nord jusqu'à Basse-Pointe et le sud jusqu'à Rivière-Salée et le François. Donc une négociation est envisagée après un mois de grève marchande. Le 24 mars, les gendarmes encerclent un groupe de grévistes venus de Lassao, c'est un quartier sur les hauteurs de Lamentin, arrêtent 2 d'entre eux. Je dis leur nom parce qu'ils sont charmants. Boniface Quitier et Théodore Majesté. On a fait une conférence sur le nom, enfin, ça provoque chez nous des réflexes. La foule se rassemble dans la cour de la cantine du bourg du Lamentin, réclamant la libération des 2 ouvriers. Le maire Georges Gracian étant pour parler avec les autorités. Et puis à la tombée de la nuit survient quelle idée, Roger Aubéry, administrateur des propriétés du Larentie, en plein centre-bourg, derrière l'église, dans une rue étroite qui mène à la cantine. Au volant de sa Jeep, il ralentit, la tension monte, la Jeep est renversée, et M. Aubéry se réfugie dans une maison voisine, et on découvre, quelle idée, des armes dans sa voiture. Donc ça crée de l'électricité dans l'air. Les gendarmes déclenchent une opération pour libérer Aubéry, à juste titre. Des grenades lacrymogènes sont lancées et 2 salves de mitraillettes sont tirées au milieu de la foule. On enlève 3 morts, Marcelin Alexandre Laurentine, Édouard Valide et Suzanne Eulalie Marie-Calixte, 24 ans, qui était la malheureuse couturière au quartier Florène et qui revenait de la prière de carême à l'église. C'est une situation assez difficile à admettre et à comprendre. 25 ouvriers ont été blessés, des balles ont été retrouvées à l'intérieur des maisons, rue Hardy de Saint-Omer, rue des Barrières, jusqu'à la morgue de l'hôpital, où un bébé, par ailleurs, un bébé d'1 an reçoit une balle par ricochet. Bon, il n'est pas mort, mais on a trouvé dans son berceau une balle. Lors des funérailles des 3 victimes au cimetière du Lamentin, le maire a prononcé un discours connu sous le nom de discours des 3 tombes. Et il disait la chose suivante: qui veut du pain aura du plomb, au nom de la loi, au nom de la force, au nom de la France, au nom de la force de la loi qui vient de France. Georges Gracian, discours sur 3 tombes. 61 marque la dernière année, la dernière grande grève de la canne qui se solde dans un instant. Après, ça a été terminé. Entre-temps, Georges Gracian, maire et avocat, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende pour diffamation et injure envers l'armée. Il faut quand même signaler pour la culture, il faut que vous sachiez qu'en février 1900, en février 1923, en février 1935, en mars 1948, en mars 1951, des travailleurs agricoles sont tombés sous les balles à chacun de ces mouvements de grève. C'est évident qu'un pays qui se veut civilisé ne pouvait pas supporter une telle tentation. Emmanuel de Rênal va vous expliquer comment on a pu sortir de ce... Oui. En rappelant aussi février 1974, Chalvet. Absolument, Oui, c'est ça. Chalvet. Alors bon, effectivement, les grèves se sont arrêtées dans les années 60 parce que les usines ont fermé aussi. Il y a eu une mutation du système économique et on est rentré dans un nouveau monde économique plus traditionnel avec des commerces et des industries un peu multi-activités. Mais les tensions ont continué jusque dans les années 90. Moi, j'ai commencé à travailler dans ces années-là et donc j'ai pu constater effectivement des tensions vives entre le patronat, le monde patronal et le monde syndical. On se souvient tous des grandes grèves de Toyota en 98, des grandes grèves chez Roger Albert. Enfin, le secteur privé était traversé en permanence par des conflits d'une violence extrême qui duraient, qui s'éternisaient et qui ne trouvaient une solution que dans un rapport de force. Il fallait faire plier l'autre pour pouvoir sortir du conflit.
On était incapable de compromis, incapable de dialogue. Il y avait un vrai sujet, c'était deux mondes qui s'affrontaient et il faut bien le dire, il faut dire les mots, qui se détestaient. C'était ça la réalité du rapport social, qui était un rapport très, très viril, très musclé. On donnait de la gorge, mais on était incapable de compromis. 98, ça a été, je crois, le moment un peu le summum de la conflictualité. Il faut savoir que pendant toutes ces années, la Martinique perdait 20 000 journées de travail par an du fait de ces conflits sociaux dans le secteur privé. C'était inimaginable. 98, il y a eu ce conflit, et quelques années plus tard, donc c'était en 2000, je crois, ou 99, sous l'initiative du ministère du Travail, s'est organisée une opération incroyable. Moi, j'étais observateur de ce moment, qui est une opération de création de dialogue social. L'idée a été de réunir pendant un an des représentants syndicaux, des représentants patronaux, des représentants de la société civile, et pendant une année, à raison de réunions mensuelles régulières, ces gens-là se sont parlé, se sont retrouvés, ont voyagé dans différents pays ensemble pour constater la réalité du dialogue conflictuel dans d'autres territoires, dans d'autres situations. Des conférences ont animé leurs rencontres. Il y a eu notamment des travaux très intéressants sur les représentations, puisqu'on se rendait bien compte qu'on ne se parlait pas parce qu'on était chacun pétri par des représentations mutuelles d'un camp vis-à-vis de l'autre. Que l'on se faisait de l'autre. Exactement. Et donc, le dialogue était bloqué. Et, bon. Et puis, petit à petit, alors, moi, j'ai fait parler des acteurs qui ont participé à ces échanges et qui me disaient, c'était assez touchant d'ailleurs, qui me disaient, mais on n'était pas d'accord, en effet, pour des raisons économiques, mais en fait, on s'est rendu compte, un peu bêtement, quand on prenait le bus pour aller... ils ont été au Canada, ils ont été dans différents pays. À Saint-Martin. À Saint-Martin, on prenait le bus, et finalement, on finissait par chanter parfois une chanson ensemble. Et puis, quand on arrivait le soir à l'hôtel, on s'emmerdait, donc on allait prendre le punch. Et puis, on rigolait aux mêmes blagues. Et puis, on a finalement tissé des liens, et on s'est rendu compte qu'on pouvait se parler, qu'on pouvait s'entendre. Et bref, cette expérience humaine qui a été bien orchestrée par l'État à l'époque, par le ministère du Travail, mais également par la volonté des acteurs locaux qui avaient bien compris qu'il fallait remettre en question les comportements, eh bien, ça a abouti à une paix des braves et ça a donné lieu à différents instruments qui perdurent encore aujourd'hui, 25 ans après. Alors, je vais citer, d'abord, ils ont signé une charte pour la modernisation du dialogue social en Martinique, donc qui engage les partis. Ils ont créé l'ADSM, qui est l'Association du dialogue social en Martinique, qui intervient maintenant systématiquement à l'amorce de chaque conflit. Donc, on essaie de se parler avant que les choses se durcissent et on résout les problèmes par le dialogue. Il y a eu les médiateurs bénévoles qui sont apparus et qui font un travail formidable, qui continuent d'intervenir chaque fois que c'est nécessaire. Il y a enfin la création de l'ARACT, qui est une agence pour l'amélioration des conditions de travail, qui est aujourd'hui dirigée par Éric Nouvel, et avec une présidence paritaire, tantôt syndicale, tantôt patronale. Bref, autant d'instruments qui ont modernisé le dialogue social dans le secteur privé et qui font qu'aujourd'hui, on est passé de 20 000 journées détruites dans les années 90 à quelques centaines aujourd'hui dans le secteur privé. Et sincèrement, quand on regarde la qualité des relations dans le secteur privé, ça a été un bond de progrès assez incroyable et qui devrait vraiment on devrait se féliciter collectivement de cet effort parce que je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, on soit parvenu à obtenir des résultats aussi efficaces par la force du dialogue. Et ça devrait d'ailleurs nous inspirer. Enfin, j'ouvre une fenêtre de réflexion, je ne sais pas si elle nous mènera, mais si on est parvenu à d'aussi beaux résultats dans les relations sociales, peut-être, par la force du dialogue, parviendrons-nous un jour à obtenir des résultats équivalents sur le champ sociétal. Mais ce sont les faits, ce sont les chiffres. 20 000
Et puis 1800 journées de perdues à cause de grève. 1800 journées, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est c'est encore plus moins. bas. Et si on exclut, parce qu'il il y a encore malheureusement des conflits en Martinique, il ne faut pas voiler la face. Nature humaine aussi. La nature humaine, mais qui sont essentiellement concentrés dans le secteur public, quand on regarde bien, et vraiment de manière très exceptionnelle dans le secteur privé. Alors que dans les années 90, c'était à l'inverse. C'était l'inverse. C'était complètement l'inverse. Et la volonté, parce que tu as insisté beaucoup sur le fait que toutes les personnes, les parties prenantes, avaient cette volonté de discuter ensemble. Et ça, c'est important. Nous n'avons en rien renoncé à notre droit de grève et nous restons critiques, mais le seul fait que le droit du travail puisse s'appliquer légitimement est en Martinique une conquête sociale, indique Louis Mauger, secrétaire général de la Confédération générale du travail de la Martinique. Et lui a fait un travail formidable aussi. C'est quelqu'un qui est assez exceptionnel. Nous allons maintenant traiter de questions qui relèvent de la culture. Et vous savez à qui nous allons confier cette tâche immense. Alors d'abord, se former, se déplacer, se soigner, c'est difficile aux Antilles selon un rapport du Défenseur des droits. Phase 1 de l'opération. Alors, je dirais, si on fait attention aux coups de gueule qui sont délivrés chaque jour sur les radios locales, on pourrait se rendre compte qu'il y a un certain nombre de faits qui sont dénoncés qui se retrouvent dans le rapport de la Défenseur des droits. Parce que beaucoup de gens se plaignent toujours de la difficulté d'avoir accès aux services publics, que ce soit l'électricité, donc EDF, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les impôts, que ce soit trouver un médecin et la santé. Et c'est exactement ce que dit le rapport de la Défenseur des droits. Alors il faut savoir qu'au mois de novembre, fin novembre 2022, il y a eu une délégation qui est venue enquêter en Martinique et en Guadeloupe et qui a écouté, qui a entendu une cinquantaine de personnes, mais vraiment de tous horizons, que ce soit des politiques, la société civile, des magistrats, etc., et qui ont rendu ce rapport qui donc touche à ce qui fait le quotidien des personnes, c'est-à-dire l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès au transport, l'éducation. Ce sont des fondamentaux pour une population. Si vous n'avez pas accès à ça, comment pouvoir dire qu'on a une vie digne? Et donc, le rapport décline tous ces points pour expliquer comment, à l'heure actuelle, il y a un problème pour l'accès à ces droits fondamentaux que je viens de décliner. Donc ce rapport sera remis au ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer pour qu'à la suite de ce rapport, on puisse prendre un certain nombre de mesures. Alors nous avons déjà, par exemple l'accès à l'eau, c'est une des mesures, un des points qui est souligné. On en a parlé. Donc je dirais qu'il me semble qu'il y a actuellement une prise de conscience sur la nécessité d'appréhender au plus près la réalité de la vie de chacun, du quotidien de chacun. Et parce qu'on avait peut-être tendance à le négliger en partant sur de plus grands principes qui étaient un peu abstraits. Ça sert à quoi de parler? Allez, je vais faire un peu exprès, provocatrice, d'une réforme institutionnelle si les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Donc c'est ça qui est important, le droit à l'école, la formation, c'est des choses essentielles. Oui, des choses qui peuvent être réglées avant qu'on arrive à ce grand bouleversement. La collectivité, toujours dans le même sens, œuvre à tenter de régler un problème d'égalité, de continuité territoriale en matière médicale. Il y a des dispositions qui sont tout à fait, oui, et de formation médicale. Ça répond à l'accès à la santé, dont le rapport dénonce la carence. La collectivité a mis en place un dispositif qui s'adresse aux étudiants en médecine à partir de la 2e année. C'est-à-dire que la collectivité peut les accompagner en leur versant une somme de 14 400 € par an, pas mal. Mais en contrepartie, ces étudiants s'engagent, après l'obtention de leur diplôme, à travailler à la Martinique pendant 5 ans. Donc moi, je trouve que c'est un avantage, sachant que l'ARS a un dispositif d'installation pour les médecins, une fois qu'ils sont formés, pour les aider à une dotation qui est assez importante pour les aider à créer leur cabinet. Donc on peut se doter, on peut imaginer que cette incitation puisse aider les jeunes étudiants en médecine
à rester en Martinique après l'obtention de leur diplôme. Donc c'est une bonne chose et il faut le saluer. Une démarche particulière a été faite par l'ARS pour tenter de convaincre une cinquantaine de médecins antillais de revenir dans leur pays natal. Et sur une cinquantaine qui ont été contactés, qui ont été quasiment suppliés, qui a été fortement sollicités, je crois qu'il y en a 5 qui ont répondu pour accepter le retour éventuel, en justifiant le refus pour dire qu'il ne faut pas revenir dans le chaos, dans l'enfer, quoi, que tout ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, si je peux me permettre, il y a aussi une autre donnée, c'est qu'à l'heure actuelle, comme il y a moins de médecins partout, et qu'en France aussi, ils sont très demandeurs, dans la France continentale, donc il y a une demande, il y a une financière, c'est-à-dire que même quand ils sont prêts à rentrer, mais il y a un autre, il y a un autre hôpital qui va augmenter l'offre pour les attirer. Donc, à ce moment-là aussi, il y a ce problème. Mais c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à entendre, mais il faut l'entendre quand même, parce que derrière, il y a aussi l'image que l'on crée, que l'on donne de notre propre territoire, et ça nous met aussi devant nos responsabilités. C'est important. Il faut aussi qu'on se dise qu'on a tous un rôle à jouer pour qu'on devienne collectivement plus attractif, et ça passe par des décisions individuelles de tous les jours. Qu'il soit bon de vivre ici. Exactement. Et nous avons tous un effort à faire pour arrêter ce Martinique bashing. D'abord par les actes incroyables, d'une violence impossible, notamment dans le conflit sur la santé. Mais on ne peut pas revenir, c'est un cauchemar. C'est comme parler d'un cauchemar, ces hurlements et ces cris, ces vociférations à l'égard des soignants qui venaient soigner pour le Covid. C'est incroyable, humainement, que nous, ici, fils d'esclavagisés, et puis à l'égard de soignants, avec tout le respect que l'on a pour la médecine, pour la science notamment, qu'on ait pu. J'ai vu des femmes qui elles sont si demanderesses de soins médicaux. Il suffit d'aller voir les laboratoires, dans les salles d'attente, il y a 8 femmes et 2 hommes qui attendent de faire leur bilan et tout, et voir vilipender ainsi des gens qui venaient et qui avaient la philosophie de dire, bon, on peut comprendre, parce que chez nous aussi, sur le continent, il y a ces troubles liés au vaccin. Mais quand même, ça s'est resté dans la gravité. Et puis, les organes de presse de l'Hexagone n'ont pas manqué de tourner en boucle cette forme d'accueil particulier sous les tropiques. Bon, ben, on a bien mené notre émission. On va si vous voulez, je crois, on va parler un peu de musique. Non, on va parler un peu de musique. Non, mais pour finir un petit peu dans la joie et la gaieté. C'est pas de musique, ça. Alors, je vais profiter de l'absence de Christian pour sortir un petit peu de notre musique vernaculaire, de notre folklore et tout. Mais quand même, on va rester quand même dans des choses qui sont teintées d'une certaine fibre à contretemps. Je veux parler du premier orchestre classique européen, majoritairement noir, qui a traversé l'Atlantique. Et puis, avant même que d'en parler finalement, je voudrais qu'on passe une vidéo pour qu'on comprenne bien de quoi voilà, une vidéo ou des images ou une vidéo. Plutôt une vidéo aussi. On pourra prendre les images.
vous comprenez pourquoi nous aimons la musique. Enfin, après plus de 30 ans dans la musique classique, la contrebassiste britannique Chichi Nwanoku a fini par dire à voix haute ce qui taraudait elle et puis d'autres musiciens. Pourquoi ils sont les seuls et rares à être acceptés dans les orchestres blancs, pour dire appelons un chat un chat. En 2015, Nwanoku met sur pied un orchestre de musique classique, plus divers, des musiciens au chef d'orchestre, tout le monde, hein, dans un milieu traditionnellement dominé par les personnes blanches. Elle a fondé Shineke, avec un accent circonflexe à la fin, premier orchestre européen majoritairement noir, lequel s'est produit au Lincoln Center de Manhattan. J'y suis allé. C'est le grand frère de Trophicatrium. Tu vois ce que je veux dire? La salle David Geffen abrite le Philharmonique de New York, le Phil, c'est vous dire que c'est un grand machin. La pandémie de Covid a obligé à repousser les concerts qu'elle devait faire, mais là, au mois de mars, elle a recommencé cette série de concerts. D'ailleurs, on va passer, si vous voulez bien, une autre vidéo au choix. J'en ai proposé plusieurs, qui va montrer le travail que font ces jeunes. Oui, ce que Shineke a fait, ça a été fait aux États-Unis déjà depuis quelques décades, avec par exemple l'organisation Sphinx de Détroit qui promeut une meilleure représentation des artistes noirs et hispaniques dans la musique classique. Vous allez constater que dans cet orchestre, ce n'est pas un orchestre négriste. Il y a des blancs dans cet orchestre. Shineke a voulu un orchestre où il y a une majorité, un nombre important de bons artistes, de bons musiciens hispaniques ou africains, mais à mélanine noire ou bronzée, mais ce n'est pas à la recherche frénétique du noir, c'est simplement une ouverture de monde qui n'avait pas accès à cette musique. En 2014, le syndicat des orchestres symphoniques, professionnels et amateurs américains, soulignait que seulement 1,4% de leurs musiciens étaient des Afro-Américains et des personnes noires. Et comme la grande majorité des orchestres américains manquent de transparence sur leurs statistiques, raciales et ethniques, il n'y a aucune raison de tenir ces ratios, on ne connaît pas le pourcentage d'artistes noirs aujourd'hui, déplore le réseau des orchestres noirs, un collectif de musiciens de 40 formations lancé en 2022. C'est quand même une vague, c'est un mouvement. Pour Nwanoku, celle dont je vous parlais depuis le début du sujet, les seuls collègues de couleur qui gagnent leur place dans un orchestre dans ce pays sont celles et ceux qui sont exceptionnels. C'est les meilleurs. En tous les cas, l'effet sur la jeune génération, ils le voient bien, ils ont des remontées, est immédiat. Voir plus de diversité sur scène ouvre immédiatement des portes postales. Un petit peu de musique encore, si vous voulez bien, de leur musique.
superbe. Donc vous voyez, c'est l'alliance d'une musique, de la musique des jeunes, qui restera éternellement jeune, avec le symphonique, et puis en même temps avec des représentants à mélanine, le mot est un peu poussé peut-être, qui représentent quelque chose et qui, pour la jeunesse en tous les cas, qui ont du sens, de la signification. Bon, je crois qu'on a fait notre travail aujourd'hui, tenté de faire notre travail pédagogique. Oui, mais c'est un bonheur, donc... Oui, ça absolument, va. c'est pas un travail, c'est un plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Absolument. Pas de voyage, pas de... On reste sur le pont. Ces gens-là me font peur, ils sont toujours dans les avions. À vous aussi, je vous dis au revoir. Merci à la technique, merci à Zitata d'exister pour nous permettre de faire de bonnes choses. À la semaine prochaine. Bye bye.